Dans quoi peut-on investir son argent? Quelle classe d'actifs existe pour réaliser ces investissements? Aujourd'hui, difficile d'investir sans tomber sur un danger majeur dans le monde de l'investissement. Vous voulez acheter des actions en bourse? Surtout pas, car une énorme crise financière se présage. L'immobilier alors? Ah non, le marché est sur le point de s'écrouler. Les crypto-monnaies? Pas de chance, on est en plein bear market. C'est mort alors, puisque tous les domaines d'investissement sont bloqués. Tous? Vous êtes certains? Parce que honnêtement, vous connaissez vraiment tous les domaines dans lesquels vous pouvez investir votre argent? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Alors, installez-vous confortablement et faites-vous un chocolat chaud. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on va parler des classes d'actifs. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Le Cube c'est moi. Salut tout le monde! Nous allons voir aujourd'hui les grands domaines d'investissement mais également les différents actifs sur lesquels il est possible d'investir son argent. En plus, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de 3 plateformes qui vous permettront de réaliser vos premiers investissements dans 3 domaines différents. Oui mais bon, La Voix, tout ça, ça va aller vite, parce qu'une fois qu'on aura parlé de la bourse, de l'immobilier et des cryptos, l'affaire sera bouclée. Eh bien, justement, c'est là que tu te trompes. Parce que même si bourse, immobilier et crypto-monnaie sont les domaines les plus connus, ils sont loin d'être les seuls. En effet, l'univers de l'investissement est bien plus vaste que ça. Et peut-être qu'en ayant une meilleure connaissance des actifs dans lesquels tu peux investir ton argent, tu seras moins bloqué en cas de crise dans les secteurs dits classiques. Comme c'est le cas actuellement du fait des conséquences de la crise sanitaire et de l'impact de la guerre en Ukraine, je vois. Et puis, ça rejoint la fameuse compétence de souplesse dans ces stratégies d'investissement dont on a déjà parlé. Tout à fait. Bon, on va démarrer avec la vision la plus globale qu'on puisse avoir du monde de l'investissement. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Comme les épisodes se suivent d'assez près, en vous abonnant et en activant les notifications, vous n'en manquerez pas un seul. Et puis, de cette façon-là, vous soutenez aussi notre travail. Le premier élément à comprendre sur le mécanisme d'investissement, c'est que tout, absolument tout, peut devenir l'objet de vos investissements. À partir du moment où le bien dans lequel vous investissez peut soit voir sa valeur augmenter avec le temps, soit fournir un rendement, c'est-à-dire obtenir une rémunération par la possession ou le prêt de ce bien. D'ailleurs, l'épisode 25, les moyens pour gagner de l'argent, est consacré à ces concepts de base. Donc, si vous voulez approfondir et comprendre la logique de l'argent, allez y jeter un coup d'œil. Donc, potentiellement, vous pouvez investir dans la bourse ou l'immobilier, mais également dans les bijoux, les tableaux, les bouteilles de vin, les voitures de collection ou même les Lego. À partir du moment où un marché existe et où le bien remplit au minimum l'une des 2 fonctions, valeur-rendement. Tu sais qu'il faudra vraiment qu'on le fasse cet épisode sur les Lego. Oui, je sais. Mais rassure-toi, je l'ai toujours en tête. Bref, revenons à nos moutons. Comme l'univers d'investissement est très vaste, rassembler les éléments par catégorie prend tout son sens. Et au final, les classes d'actifs ne sont rien d'autre que ça. 2 grands ensembles dans lesquels on va pouvoir placer les différents actifs dans lesquels on peut investir. Si je voulais prendre ta place, je dirais que les classes d'actifs sont des catégories homogènes d'un type de valeur particulière. Pour ce qui est de prendre ma place, il y a encore du boulot, mais pour ta définition, elle est tout à fait juste. Concrètement, à un premier niveau, on peut séparer les actifs en 2 grandes catégories. Les actifs financiers et les actifs non financiers. Ouais, mais c'est un peu restrictif ça. Et puis, par exemple, mon épargne en livret A qui me rapporte 2% par an pour une inflation à plus de 4%, youpi! Je la place où? C'est pour cette raison que cette classification très simple a été affinée. Classiquement, elle comporte 4 catégories dans lesquelles les actifs peuvent être classés. On trouve donc la catégorie des actifs financiers, celle des actifs physiques, l'ensemble des actifs liquides et enfin les actifs dits exotiques. Ah oui, déjà on s'y retrouve mieux.
Après, ce n'est pas immuable non plus. L'intérêt d'avoir des catégories d'actifs est surtout lié à la façon dont tu vas répartir et donc diversifier tes investissements, mais également ton patrimoine. Ah oui, ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo sur la façon de construire votre propre allocation d'actifs, dites-le nous en commentaire. Donc, en fonction de ta stratégie, tu placeras parfois tes actifs d'une façon différente de celle d'un autre investisseur. Investir n'est pas une science, même s'il existe une forme de science de l'investissement. Et c'est beau ce que tu dis. Bon, du coup on regarde ce qu'on place dans chaque catégorie en partant du moins compliqué ? Alors, le plus simple, ce sont... Dans l'absolu, les actifs liquides sont tous les actifs que l'on peut transformer rapidement en argent liquide. Donc, en soi, tous les actifs sont liquides. C'est ce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo sur la notion de liquidité des investissements, l'épisode 18 de la saison 1. Dans le cadre d'un patrimoine, d'une stratégie d'allocation d'actifs, mais aussi dans la stratégie que nous mettons en place sur cette chaîne, les actifs liquides sont les actifs qui sont déjà sous forme de monnaie ou d'argent liquide. D'accord, ça permet de placer dans son allocation les placements de type livret dont je parlais tout à l'heure. Exactement, car même s'ils rapportent très peu, ils remplissent bien une fonction de rendement comme on l'a expliqué plus haut. Et ce, même si le dit rendement est négatif du fait des mécanismes de l'inflation. Cela dit, ils ne sont pas les seuls actifs qu'on va trouver dans cette catégorie. Eh bien non, en effet. On va rassembler ici deux grands types de produits d'investissement ou de placement. D'abord, les devises, qui sont bien évidemment les monnaies d'un pays ou d'une communauté de pays. Investir en devises, c'est donc spéculer sur la variation d'une monnaie étrangère par rapport à sa propre monnaie. C'est pas ce que l'on appelle le taux de change ? C'est exactement ça. Les devises s'échangent sur un marché particulier, le Forex, pour Foreign Exchange Market, qui gère ainsi les transactions entre devises dites convertibles, c'est-à-dire des paires de devises en fonction du taux de change. Ah oui, il y a quelques années on voyait des pubs partout pour investir sur le Forex. Oui, sauf que du fait de ses rendements assez faibles, l'investissement en devises est plus une façon de sécuriser une partie de son capital financier, surtout si sa propre monnaie présente des faiblesses, comme c'est le cas avec l'euro actuellement. C'est également un moyen de conserver des liquidités, tout en espérant un gain en retour. Mais investir en devises n'est pas à la portée du premier venu. C'est donc un marché très risqué pour le néophyte. Le second type d'actifs de la catégorie des liquidités est donc tout simplement l'épargne que l'on a cité plus haut, et qui est détenue sur les comptes épargne. Bien évidemment, c'est un actif au rendement très faible, mais au risque quasi nul. Bon, entrons un peu plus dans le dur maintenant avec... La catégorie des actifs physiques rassemble l'ensemble des actifs ou des groupes d'actifs qui se présentent sous la forme de biens tangibles. En d'autres termes, ce sont des biens réels de la réalité véritable. Oui, si tu préfères. Dans tous les cas, on va y retrouver trois grands types de biens dans lesquels investir, mais qui ne rempliront bien évidemment pas les mêmes fonctions au sein de son patrimoine. Bon, j'imagine qu'on y trouve l'immobilier. Effectivement, dès qu'on parle d'actifs physiques, c'est la première idée qui vient en tête. Donc, l'immobilier physique fait bien partie des actifs physiques. Son principe est simple. Acheter un bien dit immeuble, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger, et en obtenir soit un revenu en le louant, soit un gain en le revendant plus cher qu'on ne l'a acheté. Réaliser une plus-value donc. C'est ça. Après l'investissement boursier, c'est la classe d'actifs qui produit les plus hauts rendements, pour des risques qui vont de moyens à élevés. Mais surtout, c'est quasiment le seul actif dans lequel il est possible d'investir sans avoir d'argent, par le biais du mécanisme du crédit. Oui, et c'est plutôt pratique. Alors, pour l'immobilier, on pense souvent maison ou appartement pour la location. Mais il est possible d'investir dans d'autres types de biens. Terres agricoles, vignes, bois, forêts, etc. Pensez-y. Ensuite, il y a bien évidemment l'or et l'argent. En physique bien sûr, c'est-à-dire en lingots ou pièces de monnaie. Ici, c'est surtout la conservation de la valeur qui est recherchée, car historiquement, celle-ci ne varie que très peu dans le temps. Par exemple, si un louis d'or pouvait, au moment de son émission, nourrir une famille pour un mois entier, eh bien c'est toujours le cas actuellement.
On peut donc dire que les risques de ces valeurs dites refuges sont faibles, voire très faibles. La contrepartie, c'est que leur rendement est également faible, hors spéculation bien sûr. Mais surtout, l'or et l'argent ont un coût de stockage élevé. En effet, puisqu'on parle bien de détention physique, soit vous avez un coffre chez vous pour les conserver, avec tous les risques que cela implique, soit vous faites appel à un prestataire extérieur qui vous facturera de son côté les frais de stockage. Bon, et le troisième type de bien alors ? Ce sont les matières premières, c'est-à-dire tous les biens qui sont utilisables ou consommables en eux-mêmes ou qui sont employés pour produire d'autres biens. On y retrouve les produits agricoles, blé, maïs, soja, mais aussi certains métaux comme le cuivre ou le platine. Et bien sûr, tous les produits énergétiques, pétrole, gaz, etc. Oui, mais là, le commun des mortels ne peut pas investir dedans, on est bien d'accord. Alors, en fait, si, mais de manière indirecte. On verra plus loin comment. Cela dit, tu peux tout à fait acheter en bien immobilier une forêt. Forêt sur laquelle tu vas couper des arbres pour ensuite les revendre à des entreprises qui pourront les transformer. Effectivement, tout est sujet à investissement. Je te l'avais dit. Bon, occupons-nous maintenant du morceau qui est à la fois le plus connu et le moins compris. La catégorie des actifs financiers est l'une des plus développées de l'ensemble des domaines d'investissement. C'est pour cette raison qu'on peut facilement s'y perdre. De base, elle comprend tous les titres ou tous les contrats produisant ce que l'on nomme un produit financier, dividendes, plus-value, intérêt, et qui peut se négocier sur des marchés financiers. Du coup, c'est plutôt vaste comme ensemble. Et effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que dans cette typologie, j'ai placé dans d'autres catégories des actifs qui se retrouvent normalement ici. Mais de cette façon-là, on a une vision plus claire des actifs sur lesquels on peut investir. Du coup, c'est dans les actifs financiers qu'on va trouver les produits boursiers alors. Tout à fait. Même si le terme de bourse renvoie à de nombreux marchés différents. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Bref, parmi les actifs boursiers, on va trouver les actions, qui sont des titres de propriété émis par les sociétés de capitaux, c'est-à-dire toute société composée des capitaux apportés par les associés. Ce sont des actifs dont le risque est élevé, mais permettant d'obtenir des rendements eux aussi élevés. D'ailleurs, le marché des actions est de loin le plus rentable des domaines d'investissement. Oui, risque et gain vont ensemble. Plus le risque est grand et plus la possibilité de gain est importante. Ensuite viennent les obligations. Alors, là où les actions sont des titres de propriété d'une entreprise, les obligations sont des créances vis-à-vis de leur émetteur. Il s'agit donc d'une dette qu'une entreprise ou un État émet afin d'obtenir des financements. Elles sont considérées comme moins risquées que les actions, mais du coup aussi moins rentables. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un portefeuille équilibré comprend une part d'actions et une part d'obligations, pour pondérer le risque. Tout à fait, même s'il y a désormais des limites à ce principe. Troisième actif récurrent des marchés financiers, les ETF. Alors, les ETF, pour Exchange Traded Funds, mais que l'on appelle parfois des trackers ou fonds indiciels, sont des outils financiers qui permettent d'acheter des indices boursiers et, en quelque sorte, des marchés entiers. C'est quoi un indice boursier ? Alors, attention, je simplifie. Un indice est un taux de croissance d'un panier d'actions sur une période donnée. Par exemple, le CAC 40 est l'indice boursier principal de la Bourse de Paris. Il est déterminé à partir du cours des actions des 40 sociétés dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris. D'accord. Si tu voulais reproduire la performance de cet indice, il faudrait donc que tu te composes un portefeuille avec les actions de ces 40 sociétés. Ah oui, ça demanderait de gros moyens. Exactement. Du coup, un ETF CAC 40 va faire ça à ta place. Donc, en achetant ce type d'ETF, tu achètes un instrument financier qui te simplifie grandement la vie. C'est pour ça que les ETF, on le vend en poupe depuis quelques années. Oui, même s'ils sont aussi la cause de dérèglements des marchés. Mais on en reparlera un jour. Disons que les ETF ont de multiples avantages. Une bonne performance, même si elle est moindre que les actions, une simplicité de gestion, une limitation des risques et des coûts de transaction très faibles, notamment par rapport aux actions. Et donc, ça peut être une bonne option pour démarrer un portefeuille. Du coup, on a fait le tour de la bourse, non ? Eh bien en fait, non.
La liste des produits boursiers est longue, très longue. Mais les autres sont des instruments financiers très complexes, dont chacun demanderait un épisode entier. On peut néanmoins citer les OPVCM, les fonds d'investissement alternatifs, les produits dérivés, swaps, options, futurs. Tu vois, il en existe des tonnes. Oui, mais déjà, avec les produits de base, il y a de quoi faire. Et là, on a fini avec les actifs financiers. Eh bien, pas vraiment. Il y a un autre domaine dans lequel il est possible d'investir son argent sans pour autant passer par des produits boursiers. Je veux parler du crowdlending. Ah oui, on avait déjà abordé le sujet dans la mise en route des premiers investissements pour les petits budgets. Exact. Mais bon, pour résumer, le crowdlending est un système de financement participatif permettant de collecter des fonds par le biais de plateformes Internet. Pour l'investissement financier, il peut essentiellement se décliner sous deux formes. Le private equity, c'est-à-dire la prise de participation dans le capital de sociétés non cotées en bourse. Mais ça, on peut le faire aussi en dehors de plateformes internet, non? C'est tout à fait vrai, mais les plateformes de fintech ont permis la démocratisation de ce type de service. De plus, traditionnellement, l'investisseur lambda devait passer par des produits boursiers pour pouvoir y avoir accès. Le second type d'investissement en crowdlending est le prêt en peer-to-peer, ou de pair à pair. Il s'agit d'une alternative au système de prêt bancaire traditionnel. Ici, une plateforme met simplement en relation des prêteurs-investisseurs avec des emprunteurs, particuliers ou entreprises. Les risques sont plus importants, mais les rendements également. Oui, le monde des actifs financiers recouvre de vastes territoires. C'est peu de le dire. Bon, pour clôturer ce panorama des domaines d'investissement, il nous reste encore à voir une dernière classe d'actifs dans laquelle de nombreuses opportunités sont possibles. La classe des actifs exotiques va, globalement, rassembler tous les actifs qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. On peut donc y retrouver les œuvres d'art, les voitures de collection, les vins ou même les chevaux. En fait, tout ce qui peut permettre d'obtenir un rendement ou une augmentation de la valeur dans le temps. Ou, dans le pire des cas, une conservation de la valeur. Par contre, les actifs exotiques demandent des connaissances et des compétences qui sont propres à chacun d'entre eux. En d'autres termes, ne vous lancez pas dans l'investissement sur les chevaux si vous n'y connaissez rien. Quant au rendement, il est, le plus souvent, lié à la valorisation de l'actif avec une bonne part de spéculation, c'est-à-dire la réalisation d'une forme de pari entre la valeur à laquelle on les achète et la valeur future à laquelle on les vend. On espère que la valeur de l'actif va être plus grande dans le futur qu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est en partie pour cette raison que je place les cryptoactifs dans cette catégorie. Les cryptoactifs? Tu veux dire le Bitcoin? Le Bitcoin, mais pas que. Bon, on fera sans doute une vidéo spécifique, mais disons que les cryptoactifs sont des actifs complètement numériques et virtuels, donc non physiques, qui permettent de réaliser des transactions financières, des transactions commerciales, achat et vente, ainsi que de la conservation de valeur au moyen d'un réseau informatique décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui va gérer le cryptoactif? C'est ça. Alors, pour rester dans le cadre d'une présentation simplifiée des grands domaines d'investissement et des actifs qui les composent, voilà comment on peut classifier les cryptoactifs. D'abord, les crypto-monnaies, avec en tête Bitcoin, qui est la plus grosse capitalisation du monde crypto. Mais il existe d'autres crypto-monnaies. Bien sûr, comme Ethereum par exemple. Toutes les crypto-monnaies alternatives à Bitcoin sont appelées des altcoins. Parallèlement, il existe des passerelles entre les crypto-monnaies et les devises fiduciaires, comme le dollar ou l'euro, les stablecoins, qui sont un moyen de protéger ces actifs contre la volatilité des marchés crypto. Ah oui, c'est un écosystème à part entière. En effet. Dernier élément, les NFT, pour Non-Fungible Token, soit en français jetons non fongibles. En d'autres termes, ce sont des cryptoactifs qui sont uniques en eux-mêmes. Donc, le bien qui sera considéré comme un NFT ne peut pas être remplacé par un autre bien qui lui est similaire. Donc, chaque NFT est unique, comme une œuvre d'art par exemple. Exactement. Le monde des NFT est en pleine évolution, comme l'ensemble des cryptoactifs. Les risques sont donc essentiellement liés à la volatilité des actifs eux-mêmes, voire même à la survie de l'écosystème. L'investissement est donc relativement risqué,
du moins sans une grande connaissance de l'ensemble. Diversifier ses actifs, si l'on a des moyens financiers réduits, peut être compliqué. Voici donc 3 plateformes qui vous permettront d'investir facilement et même si vous avez peu de moyens. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas de conseils mais d'exemples pour vous aider à comprendre comment les mécaniques d'investissement fonctionnent. Mais si vous êtes intéressé, nous vous avons mis les liens en description. Commençons d'abord avec l'immobilier, par le biais de la plateforme Brix. Brix est une société française qui achète et gère des biens immobiliers qu'elle acquiert par le biais de financement participatif. Le système est très simple. Brix sélectionne un bien à acheter. S'il correspond aux critères de rentabilité de la société, elle propose aux utilisateurs de la plateforme de financer l'achat du bien. Ceux-ci, en fonction de leurs moyens, en réservent des parts qui sont appelées des Brix, d'où le nom de la société. Les parts, ou Brix, valent chacune 10 € et vous pouvez en acheter au minimum, une. De ce fait, il est possible d'investir dans de l'immobilier à partir de 10 € pour des rendements qui s'étalent entre 3 et 6% par an en moyenne. Toujours dans le monde du financement participatif, mais cette fois-ci dans le domaine des actifs financiers, il y a bien sûr Mintos, qui propose d'investir dans des prêts en peer-to-peer. Ici, le risque est plus élevé, mais on obtient des rendements situés entre 6 et 9% par an. Par contre, même s'il existe un mode d'investissement automatique, mieux vaut créer sa propre stratégie qui pourra alors être tout aussi rentable tout en étant plus sécurisée. Dernière plateforme, si vous voulez mettre un pied facilement dans le monde des crypto-monnaies, Stackinsat, une société française qui vous propose ni plus ni moins que de vous créer une épargne en Bitcoin. Pour ça, il suffit de créer un compte puis de mettre en place un virement automatique régulier d'un montant de 10 € minimum. Stackinsat se charge ensuite d'acheter du Bitcoin à votre place. N'oubliez pas de vous créer une wallet personnelle avant de vous inscrire chez eux. Avec ça, vous pourrez mettre de la diversité dans votre portefeuille d'actifs. Le tout simplement et sans pour autant engager de grosses sommes. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pouvez compléter le contenu de cet épisode par le biais des articles de blog qui lui sont liés et dont les liens se trouvent dans la description. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez aussi les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça.